Moi, je vous vois toujours, hein, Philippe. Vous avez été élu le 17 novembre et dans un contexte personnel un peu particulier, puisqu'il y avait le décès de Daniel Mitterrand 2 jours après, le 19. En plus, il attend votre prédécesseur, donc le climat a été tendu, difficile, quoi, en tout cas. Moi, je suis je partage la vie de Gilbert Mitterrand depuis 14 ans, la vie professionnelle. Et au-delà d'être un proche de Gilbert, je suis également devenu un proche de sa famille. Et c'est vrai que c'était émouvant le soir de mon élection, parce que c'était un conseil municipal d'abord où il y avait une mutation, une passation de témoins entre Gilbert et moi-même, après 22 ans de mandat de maire. Sacré émotion. Et puis en plus, on a appris au moment du conseil, pendant le conseil, que l'état de Daniel se dégradait. Donc, oui, ça a créé une émotion supplémentaire. Pour moi, bien sûr, encore plus forte pour lui, on peut s'en douter, oui. Et puis un peu contradictoire entre la joie de cette élection, assez attendue, mais en tout cas cette joie et puis cette tristesse. Le week-end était difficile. Peut-être. Oui, moi j'étais proche de Daniel Mitterrand. C'est quelqu'un qui a, encore une fois, en partie accompagné mes 14 ans passés auprès de Gilbert Mitterrand. D'abord, ils étaient très proches l'un de l'autre, chacun le sait, et puis c'était quelqu'un qui me nourrissait beaucoup de ses combats, de son expérience. J'étais complètement admiratif, et c'était une femme de combat et qui me poussait en permanence à résister à la tentation de l'adaptation du libéralisme ambiant. Donc le décès de Daniel Mitterrand, c'est quelque chose qui m'attriste à titre personnel. Je l'avais revu au cours des derniers mois, notamment cet été. Elle était déjà extrêmement faible, mais voilà, c'était une femme de combat, et c'était une femme qui s'était mise au clair sur d'abord sa vie, sur son héritage politique, son héritage intellectuel, et qui avait organisé les choses, y compris cet été. Ça avait été en partie l'objet de nos discussions. Donc elle est partie dans un moment préparé. Elle avait organisé, comme François Mitterrand l'avait fait. Et Gilbert Mitterrand lui-même s'était également préparé à cette échéance. En tout cas, il y avait une volonté chez Gilbert Mitterrand qu'il n'y ait pas de souffrance physique trop dure, trop longue de sa mère, et qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. C'est cette volonté aussi qui a été respectée. Le week-end aussi était chargé d'actualité, puisqu'il y avait le congrès des maires de France. Il y a un sondage qui en est issu, enfin qui a servi pour ce congrès, qui révèle que le citoyen a de moins en moins confiance dans le politique et la politique d'une manière générale. Vous avez pu être représenté, je suppose, et qu'est-ce que vous pensez de cette situation politique et sociale ? En tout cas, moi je me fie rarement aux sondages, mais sur ceci précisément, qui se répète tous les 6 mois, à chaque fois qu'il y a une actualité comme ça, où on sonde ce que pensent les Français des politiques en général, et qu'on voit un fossé se creuser. Je dis attention, danger. Attention, danger, parce qu'on est dans une période de crise économique, on est dans une période de crise sociale, mais plus profondément encore, on est dans une période de crise sociétale et de crise des repères. Et les élus, en général, apparaissent comme ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des tricheurs, des gens qui s'adaptent, des gens qui pensent à eux-mêmes avant de penser aux autres. C'est exactement l'inverse. Être élu, franchement, dans chaque collectivité, dans chaque communauté, il peut y avoir comme ça des personnes qui identifient mal la fonction. Mais globalement, ce sont des gens qui dévouent leur vie à la cause commune, qui dévouent leur vie à l'organisation de la société.
Et ça, c'est quelque chose qui est injuste, et pourtant, ce fossé se creuse. Alors, il faut mettre un bémol. En général, il se creuse avec la classe politique, mais on aime toujours son élu de proximité. Donc il faut mettre ce bémol-là, simplement, il faut que les élus soient très attentifs dans leur comportement, dans leur gestion personnelle et politique, à n'insulter personne. La crise est profonde, elle est difficile, les temps sont durs, ça oblige encore plus l'élu que je suis à être extrêmement rigoureux sur l'utilisation des finances publiques et sur les messages qu'à titre personnel, y compris dans son comportement, on pourrait adresser à nos concitoyens. Quand vous parlez de besoin de proximité de la part d'un maire, vous parlez à un exemple de la région bordelaise qui en manquerait? Non, mais moi je suis trop jeune maire pour donner des conseils à des maires beaucoup plus anciens que moi, mais si vous pensez à Alain Juppé, pourquoi pas. Bon, cela étant, sans personnaliser le problème, je suis moi très favorable au non-cumul de mandats entre un poste à responsabilité nationale, parlementaire, a fortiori ministre, et une présidence d'exécutif, voire même être membre d'un exécutif local. Je crois qu'on ne fait pas bien son job quand on est à la fois maire de Bordeaux et ministre d'État. Voilà, on peut être omniscient, on peut avoir de très grandes compétences, et en plus on est vice-président de la CUP. Simplement, les journées font 24 heures pour Alain Juppé comme pour moi. Donc c'est pour cela que j'ai pris cette décision qui s'imposait moralement, mais qui ne s'imposait pas dans les textes, de ne pas être candidat aux législatives sur la 10e circonscription à partir du moment où je devenais maire de Libourne. Parce que je crois que maire de Libourne, c'est maire à temps plein. Et en plus, je reste conseiller régional. Franchement, ça suffit à mon bonheur. Voilà, donc voilà, il faut qu'on ait un impératif de moralité et de devenir voilà, s'obliger à soi-même, dans son comportement, dans sa vie quotidienne, dans sa gouvernance de nos collectivités, à être exemplaire. On pourra peut-être revenir sur le cumul des mandats dans une question ultérieure. Alors, dans ce mandat, quels sont vos axes de travail? Est-ce que je suppose qu'il y a une certaine continuité avec le travail de Gilbert Mitterrand, déjà depuis 22 ans, effectué et acquis, mais sur quoi vous allez mettre l'accent? Quelles sont les marges de progression? Bon, d'abord, il y a le respect du suffrage qui s'est exprimé. En 2008, nous avons été élus sur un programme, nous allons réaliser ce programme. Donc il n'y a pas de rupture en la matière. Gilbert Mitterrand, on est au cœur d'un très beau mandat. On a fait beaucoup de choses déjà. Et exemplaire. La gratuité de l'e-bus, du transport urbain à Libourne, c'est gratuit. Un combat qui rejoint notre discussion liée à Daniel Mitterrand, où on est la première ville de France à avoir mis en place la tarification sociale et universelle sur l'eau. Un projet de maison des associations, un projet de pôle international d'aviron. On va devenir le pôle France d'aviron et de canoë. Bon, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Une salle de musique amplifiée pour les jeunes. Donc, des projets structurants. Et puis, il y a la nécessité de proximité. Je crois qu'il faut qu'on redouble d'efforts sur la propreté. Il faut qu'on redouble d'efforts sur la nécessaire tranquillité publique que nous devons aux Libournais. Il faut qu'on redouble d'efforts sur l'amélioration de la qualité des chaussées et des trottoirs. Donc c'est à la fois une alchimie entre à la fois des projets très structurants et qui vont se poursuivre, y compris la construction de la communauté d'agglomération, y compris, je l'espère, la reconversion du site des casernes de l'ancienne école de sous-officiers de gendarmerie. Donc des projets très structurants et puis un besoin impérieux de proximité du quotidien. Je prends un exemple. Libourne est
touché par un fléau, aujourd'hui, en ce moment, celui des étourneaux. Je sais que Bordeaux a été touché par ce fléau il y a quelques années, mais comme beaucoup de villes du sud de la France, on est touché par le fléau des étourneaux. On estime à 100 000 étourneaux qui viennent nicher à Libourne avec vraiment des ravages sur à la fois les arbres, les voitures, les trottoirs, le bruit. C'est un sujet que nous prenons à bras le corps. Et ce n'est pas un petit sujet, c'est le sujet dont parlent les Libournais aujourd'hui. La ville de Bordeaux avait utilisé des pétards, des artifices. On va utiliser dès la semaine prochaine à la fois des pétards, de la pyrotechnie, mais aussi des faucons pour essayer de d'effaroucher les étourneaux, puisque c'est la méthode qui marche le mieux quand elle marche, mais on est sur un travail à long terme. Parlons aussi un fléau bien sûr national et de société, mais qui sévit un petit peu plus en général en campagne. Le chômage, la précarité et la désertification, c'est quand même assez intimement lié. Comment justement enrayer? Quelles sont les méthodes et les moyens? Quelles vont être vos méthodes et vos moyens pour enrayer, donc en tout cas faire en sorte que le chômage, la précarité ne se développe et dans un territoire aussi pas dominé, enfin où la viticulture est quand même assez importante. Alors, Libourne a une fonction dans le nord-est aquitain, c'est d'être une ville-centre. Libourne est une ville de 25 000 habitants, mais ville-centre d'un bassin de vie de 100 000 habitants à peu près, à la confluence des deux vallées, de l'Isle et de la Dordogne. Adossé à la conurbation. On n'est pas en compétition avec la conurbation bordelaise, mais on n'est pas en symbiose complète, parce que des fleuves nous séparent. Et donc les territoires ne sont pas les mêmes. Pour nous, pour Gilbert Mitterrand, pendant ses 22 ans de mandat, ça a été ça le chantier principal. Ça a été de garder de l'attractivité à Libourne et du développement économique. C'est un combat parce qu'il faut garder la gare TGV. C'est un combat parce qu'il faut garder des outils de proximité des services publics, la sous-préfecture, le tribunal de commerce, le tribunal de grande instance. C'est un combat parce qu'il faut garder l'hôpital. Ce combat, il est quotidien. Non, en tout cas, peu ou prou, on a gagné à peu près les batailles, y compris sauvegarder la chambre de commerce et d'industrie. Parce qu'il y a ces services publics, parce que la ville de Libourne est à l'écoute du développement économique. On est une ville-centre et on n'est pas une ville dortoir. C'est-à-dire qu'on offre aujourd'hui plus d'emplois à Libourne qu'il n'y a de Libournais en âge de travailler. Donc il y a plus de gens qui viennent travailler à Libourne que de gens qui partent de Libourne pour aller travailler ailleurs. Et ça, c'est la définition d'une ville-centre, à l'inverse d'une ville dortoir. Eh bien, ce combat, il faut le pérenniser. Ça passe par une offre commerciale qui soit très fine, qui capte les flux qui arrivent de la vallée de l'Isle ou de la vallée de la Dordogne, qui pourraient en un quart d'heure d'autoroute se retrouver rive d'Arcin ou au Cap Pavillon. Et donc on a une réflexion très fine sur des commerces de périphérie qui captent et qui arrêtent ces flux, et ensuite, on espère, enfin, c'est ce qu'on observe en tout cas, qui les cheminent vers le centre-ville. Donc on a un équilibre entre les commerces de périphérie et les commerces de centre-ville, qui ne sont pas opposés, mais l'un capte le flux, et puis le commerce de centre-ville a lui d'aller attirer le chaland qui s'est arrêté dans ces grandes surfaces de périphérie. On a aussi une logique de développement industriel. Quand on garde Ceva Santé Animale, dont le siège mondial est à Libourne, ça ne se fait pas parce que c'est ici et pas ailleurs. Ça se fait parce qu'on est en complicité permanente avec la direction de Ceva. Quand on a la chance d'avoir une entreprise Fermentalgue, qui aujourd'hui n'est pas une entreprise très importante en termes de nombre d'emplois, c'est une vingtaine d'emplois, mais qui est l'une des entreprises dans le monde qui réfléchit sur les biocarburants troisième génération, qui est beaucoup aidée par la région, qui est beaucoup aidée par l'Anvar, et qui sera probablement, qui est une start-up qui demande qu'à grossir. Eh bien, on est dans cette complicité avec Fermentalgue. Et je pourrais, comme ça, développer
longuement les relations entre une ville et son tissu économique. De la même manière, le développement économique, ça doit se réfléchir non pas uniquement en ville, mais en bassin de vie. Et donc, Gilbert Mitterrand, avec l'outil de la communauté d'agglomération qui va prendre la compétence développement économique, nous sommes en train de dessiner des zones d'activité assez cohérentes pour offrir à ceux qui voudraient venir s'implanter dans le Libournais des espaces d'abord, parce qu'on est au milieu des vignes, donc il faut... mais on est aussi au milieu des infrastructures autoroutières et ferroviaires. Et surtout, on est en train de réfléchir à avoir une ambition nouvelle et ciblée en matière de développement économique pour le Libournais. Voilà, l'hôpital, Céva-Saint-Animal, Fermentalgue, bientôt un centre de réadaptation. On voit que dans le métier du médicament, dans le métier de la recherche qui rejoint aussi les médicaments, celle des microalgues, eh bien, il y a peut-être là à imaginer, alors je ne sais pas si ça s'appellera un jour un cluster, si ça s'appellera un pôle de compétitivité, mais enfin, en tout cas, à déterminer une identité pour le développement économique futur du Liban. En tout cas, dans l'esprit de regroupement de compétences, vous parliez à l'instant, il y a une innovation intéressante la semaine dernière à Pomerol, dans du coworking. Est-ce que là aussi, c'est un tremplin qui peut être développé et exploité pour le Libournais et Libourne même? En tout cas, le coworking, c'est une initiative maintenant qui a 1 an ou 2. Ce sont des niches de modalités de fonctionnement. Mais c'est intéressant. C'est un peu comme l'esprit des pépinières d'entreprise. Nous pouvons être dans le Libournais la pépinière de start-up. Souvent, on nous dit vous êtes trop éloigné des laboratoires de recherche. Bien, je le redis, il y a quelques start-up en émergence à Libourne, dont il y a Fermental, je le redis, mais il y en a une autre qui travaille pour les cosmétiques, et notamment qui travaille sur les polyphénols, pour Caudalie, pour ne pas citer. Bon, j'ai l'impression que c'est du sérieux, et ça se fait dans une pépinière à Libourne. Voilà. Donc, voilà. Libourne n'est pas éloigné de Bordeaux. On est à 20 minutes de Bordeaux. Demain, on aura le cadencement ferroviaire. Il y a cette carte à jouer pour Libourne, parce qu'on va garder la gare TGV, on est à l'intersection de la 89, pas très loin de la 10, donc on est bien positionné sur le territoire girondin. Et finalement, que vous soyez à Mérignac ou à Libourne, vous allez à peu près au centre-ville de Bordeaux dans le même temps, il faut une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a de nombreux commerçants qui se plaignent d'un certain climat d'insécurité, enfin en tout cas récemment, qui ont rencontré les gendarmes. Comment vous l'abordez? Comment vous abordez ce problème? Je ne le minimise pas. Je n'en fais pas non plus. Libourne, c'est pas Chicago. Libourne, c'est pas une île de sérénité dans un océan déchaîné et d'incivilité et d'agressions diverses, et chaque jour amène son lot d'actualité malheureusement. Donc Libourne est une ville-centre, je l'ai dit, avec des contraintes et des incivilités de typicité urbaine. Bon, à partir de là, deuxièmement, la sécurité, c'est de la compétence régalienne de l'État. Et j'observe qu'une décision a été prise sans concertation. Libourne est la première ville de plus de 20 000 habitants à avoir muté en zone gendarmerie. Bon, pas moi qui l'ai demandé, pas mon prédécesseur, c'est une vision du ministre de l'Intérieur. À lui de s'expliquer là-dessus. Bon, en tout cas, très probablement que la mutation entre la police et la gendarmerie s'est pas faite dans les meilleures conditions. Et on a été victime d'une période qui, je l'espère, se referme, une séquence qui a été propice aux incivilités relativement graves. Je parle de 2 ou 3 braquages à main armée, des agressions dans la rue. Bon. Est-ce que c'est la faute de la mairie? Très certainement pas. Nous avons une police municipale importante que Gilbert Mitterrand a créée, qui a 11 effectifs.
elle est là pour d'abord faire respecter les incivilités qui sont gênantes, mais qui ne sont pas très graves. La propreté, le respect du bruit, le respect de la pollution, le respect des arrêtés du maire, faire de la médiation, la lutte contre les tags, la lutte contre les squats, la lutte contre l'errance agressive. Voilà, une police municipale, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour lutter contre les attaques à main armée d'une bijouterie. D'abord parce que ça se fait à des horaires en général où la police municipale travaille pas, parce que la police municipale n'est pas 24 heures sur 24, elle n'a pas vocation à l'être, elle n'est pas armée, la police municipale, elle n'a pas vocation à l'être. Bon, donc que l'État déjà nous assure ses missions de sécurité, domaine régalien de l'État. À partir de ce moment-là, la ville que je dirige désormais dit « nous n'exclurons aucun moyen, aucun outil utile à la sécurisation des Libournais. » Je n'ai pas d'état d'âme en la matière. À partir du moment où c'est dans un contrat gagnant-gagnant, ville-État, à partir du moment où je suis certain que l'État assure ses missions, alors la ville ne faillira pas à les siennes. Je ne rejette pas d'un revers de main la mise en œuvre d'une vidéoprotection sur un périmètre très restreint, l'hypercentre-ville, la gare, la proximité du lycée Max Linder, où il y a quand même 3000 élèves, la gare routière, l'esplanade François Mitterrand. Une vidéoprotection restreinte, avec une vision a posteriori, c'est-à-dire que personne ne regarde les images, sauf dans le cadre d'une procédure judiciaire. Bon, ça me semble cohérent. Mais j'étais adjoint avant, entre autres, à la tranquillité publique. J'avais déjà dit que j'étais favorable à cela, et un travail d'ailleurs avait été fait avec le référent sécurité de la police. Simplement, ça a été stoppé par cette annonce un peu brutale, sans concertation, du ministre de l'Intérieur, pour créer une police d'agglomération. Bon, les mêmes qui ont soutenu cette police d'agglomération ne peuvent pas me demander aujourd'hui pourquoi les choses ont été stoppées. Ils ont créé un cafouillis en ce domaine et on en paie aujourd'hui les conséquences. Au niveau des transports, bon, vous en parlez, vous êtes vice-président de la région Aquitaine, en charge des transports. Je ne suis plus en charge des transports. Non, je suis porte-parole maintenant. Plus, d'accord. Je connais bien le sujet. Voilà, en tout cas, l'intermodalité est importante pour une ville, comme vous le disiez, à la fois urbaine, mais un peu éloignée de la ville capitale, Bordeaux. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, notamment avec le réseau Transgironde qui est ce qu'il est? En tout cas, le rail fonctionne bien, vous en avez été un des principaux acteurs, mais est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin justement pour les Bordelais? Alors, je ne suis plus vice-président de transport à la région. En revanche, je suis vice-président transport au sein de la communauté de communes du Libournais et demain au sein de la communauté d'agglomération. Et c'est quoi la différence entre une communauté de communes et une communauté d'agglomération? C'est justement la compétence transport, qui est une compétence obligatoire pour les agglos. Si nous nous transformons en agglo, c'est notamment pour prendre cette compétence transport et afficher une ambition en la matière. On a un vrai souci sur ce territoire libournais, c'est celui de la mobilité. Et je vais assumer cette fonction de vice-président au transport auprès de Gilbert Mitterrand. Nous allons donc reprendre à notre compte les politiques de Transgironde, de l'Ibus, du transport à la demande. Et nous allons construire un plan de déplacement sur ce territoire libournais qui aujourd'hui n'existe pas. Je crois qu'effectivement, avec les autres partenaires, que sont le Conseil général et la région en particulier, il faut que nous formions un plan de déplacement très cohérent, basé sur la mobilité d'une part, mais aussi sur l'intermodalité, sur des billettiques très intégrées. Bref, ce chantier, c'est celui qui s'ouvre dès le 1er janvier. Bien, et donc un domaine un peu plus large et qui arrive à grands pas d'actualité, les deux échéances imminentes. Comment vous abordez donc ces élections présidentielles et législatives, en Libournais notamment, et par rapport au PS également? Alors, les élections présidentielles,
je les aborde avec sérieux et sérénité, sans pour autant considérer que la messe est dite. Je ne sais plus qui a dit, mais il avait raison. Je pense que Nicolas Sarkozy ne peut plus gagner les élections présidentielles, mais je pense que la gauche peut encore les perdre. Donc, je ne suis pas enclin à un pessimisme déraisonné. Je ne suis pas non plus enclin à un optimisme laissant penser que la victoire sera automatique. Il faudra que la gauche soit responsable. Le PS d'abord, qui a un rôle pivot, mais ses partenaires aussi. Et j'avoue que les derniers jours me laissent à penser que toutes les leçons du 21 avril n'ont pas été tirées. Bon, nous sommes encore suffisamment loin de l'échéance pour que la raison revienne dans chaque écurie présidentielle. Mais voilà, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de vieux socialistes à Cluny samedi à l'enterrement de Daniel Mitterrand. La seule méthode qui marche, puisque François Mitterrand, sous la Ve République, n'a été que le seul homme de gauche à gagner une élection présidentielle. On peut peut-être écouter la leçon qu'il nous a laissée. On gagne unis. Ça ne veut pas dire que chacun doit perdre son identité, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de discussion, ça signifie que la recherche, et tout propos doit aller vers la recherche de l'unité, de l'union, en tout cas, pas de l'unité, mais de l'union. Bon, donc il faut que la gauche se responsabilise. À partir de là, moi je pense que Nicolas Sarkozy est sur un échec tel, et dans tous les domaines, de la sécurité, on en parlait, à l'économie, à l'image de la France, à sa gouvernance propre. On en parlait aussi, c'est-à-dire qu'il n'a pas renvoyé l'image qu'on attend d'un président de la République, y compris dans des gestions, dans ses frasques personnelles. Je parle de ses relations avec l'argent, uniquement. Bon, je pense que Nicolas Sarkozy a un bilan déplorable. Et quand je vois des slogans fleurir sur nos poteaux, disant avec la gauche, la France sera ruinée. Je me dis, ils sont fous, quoi. Et la France, elle est ruinée aujourd'hui. C'est d'ailleurs le Premier ministre qui le dit, qu'il est en faillite. Et c'est quand même pas la faute de la gauche. Ça fait 10 ans qu'on gouverne. Donc, je pense que Nicolas Sarkozy ne peut plus gagner. À la gauche d'être responsable. Bon. Et à François Hollande de véritablement prendre le costume de l'emploi. Il en a la compétence. Je le connais bien. Il en a intimement la compétence. Il faut que ce soit un capitaine de paquebot dans la mer forte. Et voilà. Il a la sérénité, il a l'intelligence, il en a la compétence. Il doit affirmer dans les jours qui viennent ce leadership incontesté depuis les primaires qui se sont déroulées dans un climat formidable. Sur les législatives, j'allais dire la même chose, mais là sur un plan plus local. Jean-Paul Garot, député de la 10e circonscription, est un député qui travaille, qui est très présent à l'Assemblée nationale. Il est en revanche jamais à la région. Qui vous montre d'ailleurs cette obligation de ne pas cumuler. Quand on a un mandat de parlementaire, on doit être parlementaire. En revanche, il a lui aussi, au plan local, un bilan calamiteux. Calamiteux. Suppression de l'ESOG, passage en zone gendarmerie à Libourne unique en France, mise en place de la multi-postulation, c'est un peu compliqué en termes de justice, mais enfin, qui fragilise le barreau de Libourne et donc un jour le TGI. Il n'a jamais accompagné la naissance d'une communauté d'agglomération, c'est-à-dire qu'il votait des lois à Paris disant il faut qu'en France, on fasse des
intercommunalités qui fusionnent, il faut supprimer. Nous, on a fusionné 3 communautés de communes pour arriver à la communauté d'agglomération. Et à Libourne, il disait l'inverse de ce qu'il votait à Paris. Voilà. Ça n'a pas été quelqu'un de très précieux pour le territoire. Mais en plus de cela, il est sur une frange politique qui n'est pas conforme à la droite libournaise. On ne peut pas être à la fois cofondateur de la droite populaire et revendiquer l'héritage de Robert Boulin. Nous sommes ici dans le bureau de Robert Boulin, l'un de mes prédécesseurs. C'est quelqu'un de droite, de la droite sociale. C'est Robert Boulin qui a créé par exemple les prud'hommes. Aujourd'hui, Robert Boulin, j'en discute souvent avec sa fille, qui est une amie, je ne veux pas parler à sa place, mais enfin, en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il ne serait pas à la droite populaire. Donc, voilà, je pense que Jean-Paul Garot, fait une faute politique, mais après tout, si ce sont ses convictions intimes, il a bien le droit de les formuler, mais il n'est pas en adéquation avec la droite locale. C'est ni avec Jacques Chaban-Delmas, ni avec Robert Boulin. Et j'allais presque dire, ni même avec Alain Juppé, si j'ai bien tout compris. Donc, voilà, je pense que Jean-Paul Garot, quoi qu'il advienne aux élections présidentielles, sera un député battable sur cette circonscription. Là aussi, à la gauche d'être responsable, au Parti socialiste en particulier. Le national a gelé cette circonscription pour un parachutage. Je ne vois pas très bien pourquoi. Si c'était pour régler une problématique sur la 9e circonscription, l'affrontement entre Gilles Savary et François Deluga, on sait que l'un et l'autre ne viendront pas sur cette circonscription, donc j'attends dans les heures qui viennent le dégel de cette circonscription pour qu'on reprenne une investiture au plus vite. Mais votre combat, la continuité de votre combat politique, vous souhaiteriez votre revanche contre Jean-Paul Garot ? Je ne la prendrai pas, c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je respecte ce que je dis. Je suis croyant pratiquant en matière de non-cumul de mandats, c'est-à-dire que maire de Libourne à temps plein, je ne serai pas parlementaire. Donc, en tout cas, dans le cadre de ces législatives, les enjeux du territoire libournais, c'est tout ce maintien, le maintien du tribunal administratif, qui est du tribunal de grande instance, pardon, l'hôpital, tout ça. Ce sont donc les combats à mettre en perspective dans ces législatives. Oui, Libourne doit défendre sa fonction. Il ne s'agit pas de s'opposer, il ne s'agit pas de dire Libourne est la grenouille qui veut manger le bœuf bordelais. Il s'agit de dire Libourne a une fonction à défendre, de ville-centre d'un territoire beaucoup plus vaste que son territoire, que le simple périmètre de sa ville. Ça, c'est la première chose, et les coups de boutoir de la RGPP nous font mal. Donc il faut qu'on défende cette fonction. Il faut d'ailleurs qu'elle soit comprise à la fois par les élus bordelais et par les représentants de l'État, mais aussi par les élus bordelais. Je crois que l'avenir de la Gironde, ce n'est pas cette banane, cette patate qui va d'Arcachon à Libourne en passant par Bordeaux, et le reste étant un territoire d'Indiens. RGPP, on va préciser pour les... Réduction générale des politiques publiques. C'est pas ça la Gironde. La Gironde, c'est un territoire cohérent. Et Libourne a une fonction, un rôle dans le nord-est aquitain, c'est d'être la tête de pont des services publics qui va quasiment de Périgueux à Bergerac jusqu'en passant par Barbezieux en Charente et une partie de Lot-et-Garonne. C'est ça. Donc ça, c'est un combat considérable. Il y en a bien d'autres. La viticulture, c'est un combat. L'économie libournaise est intimement liée à la santé de la viticulture. Là aussi, je trouve que Jean-Paul Garot n'a pas eu d'ambition aussi forte que celle qu'il avait exprimée lors de la campagne législative et présidentielle. Moi, je me souviens que le président de la République, le seul discours qu'il a fait sur la viticulture, c'était, pas à Libourne, mais c'était aux Articles de Lussac, quelques kilomètres d'ici. Il avait promis beaucoup de choses. Il avait promis de dédiaboliser le produit viticole, il avait promis de s'inspirer de la législation espagnole, par exemple. Bon, rien n'a été fait.
Et on est même en train de perdre le combat de la dérégulation des droits de plantation au niveau de l'OMC 20. Donc, surtout qu'en plus, en Pays Libournais, il y a quand même une fracture sociale entre deux mondes de la viticulture. Et deux types de vins, et donc deux façons de le commercialiser, et de marge et répercussions de marge. Non, mais tout à fait. Vous êtes ici à Libourne, où, sur le territoire de la ville, on a un tiers de l'appellation Pomerol, un sixième de l'appellation Saint-Émilion, et puis près de 200 hectares de Bordeaux Sup. On est un peu à la croisée des problématiques. Sur cette circonscription, il y a à la fois Pétrus, Cheval Blanc, Ozone, dont on peut ensemble, y compris avec leurs propriétaires, je crois même, partager que les prix des primeurs sont déraisonnables. Quand on achète une bouteille de vin en primeur à plusieurs centaines, voire milliers d'euros, c'est-à-dire un SMIC, on marche sur la tête. Et vous avez, à quelques kilomètres de là, des viticulteurs qui sont à 700, 800 euros le tonneau. Le tonneau, c'est-à-dire une bouteille, un tonneau. Bon, j'avoue que le combat de Chantal Séguillon est un combat qui à la fois m'émeut et m'intéresse, parce que je crois qu'il faut qu'on ait un discours plus ferme envers la filière. Ça, c'est un problème de Bordeaux. Il y a un problème d'organisation de cette filière. Dans les appellations, d'une part, je suis pour la suppression de certaines appellations. Bon, je veux dire, je voyage pas mal à travers le monde, je suis jamais tombé sur un fanatique de Canon Fronsac. Voilà, c'est une quinzaine de châteaux. Je ne conçois pas que l'appellation Canon Fronsac, au moins, ne se fonde pas dans les Fronsac. Et puis, il y a un problème de représentativité. Je pense que le CIVB ne représente pas l'intégralité de la filière. Cela étant, c'est l'expression démocratique qui s'exprime. Il faut aussi que le viticulteur... la révolution de 1789 est passée, hein. Il faut que le viticulteur de base se prenne en main, et c'est en cela que ce syndicat est assez intéressant. Vous êtes donc un jeune maire quand même. On vous connaît, mais pas tant que ça. C'est une question un petit peu plus décontractée. Pour finir, quels sont vos hobbies, vos loisirs et vos passions, tout simplement? D'abord, j'ai la passion de la politique, mais je ne suis pas né dedans. Je suis un scientifique à la base, et qui a été... Je suis plutôt un autodidacte, en fait. Hein. Je suis arrivé à Bordeaux pour faire des études de biomaths sup et biomaths spé. Donc moi, je voulais être soit ingénieur agronome, soit... ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la tectonique des plaques. Donc, bon. Ça ne s'est pas produit, et ensuite j'ai fait de l'humanitaire pendant assez longtemps. Donc j'adore la politique, mais je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait d'école de droit, je n'ai pas fait d'école de Sciences Éco. Bon, voilà. Donc je suis un autodidacte. Et ensuite, mes passions, c'est le cinéma, parce que comme autre... hobby, j'essaye d'écrire des scénarios, par exemple, de films ou de téléfilms. Et je fais plus suffisamment de sport, en fait, ça c'est vrai. Mais le tennis et le ski, c'était quand même ce sont toujours en sport loisir, une activité que je pratique de temps en temps. Et puis l'autre passion que j'ai, c'est la cuisine. Toute dernière question, on est à quelques jours de 2012, votre vœu pour 2012? Un vœu collectif, c'est que l'année 2011 restera une année noire, et que donc l'année 2012 soit quand même la sortie du tunnel de la crise économique, sociale et sociétale que nous traversons. Ça,
C'est un vœu. Je ne sais pas si je parierais dessus, mais enfin, en tout cas, c'est un vœu. Un vœu plus politique, c'est que la gauche soit à la hauteur du rendez-vous démocratique de mai et juin 2012 pour que on crée les conditions de l'alternance. Je crois d'abord que la démocratie elle-même a besoin de ces temps de respiration. L'alternance, c'est quelque chose de sain. À la gauche, d'aller gagner la confiance des Français. Et puis, à titre plus personnel, c'est d'être à la hauteur du mandat qui est désormais le mien. Parce que c'est pas si aisé que cela de succéder à Gilbert Mitterrand. Maire, il y a eu deux maires mythiques ici à Libourne. Robert Boulin, Gilbert Mitterrand. Succéder à ces deux maires, plus précisément à Gilbert, c'est une gageure dont je mesure chaque moment à la fois l'importance mais la difficulté dans cette relation intime qu'il avait su créer avec les Libournais. Ici, personne n'appelait Gilbert Mitterrand, personne n'appelait Monsieur le maire, c'était Gilbert. Parce qu'il s'était fait un prénom. À moi d'être à la hauteur à la fois de cette vision pour Libourne qu'il faut porter, mais aussi de cette proximité, de cette intimité avec les Libournais qu'il me faut créer. J'ai 2 ans et demi pour le faire. Je ne suis pas Libournais, mais je vous dis donc merci, Monsieur le maire.